retrouver depuis Kinshasa. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre. Eh bien, la femme, l'impact de la femme dans la politique, c'est de ça qu'il s'agit dans ce numéro. Je suis ici avec maître avocate, vice-ministre honoraire du budget, Ernestine Nyoka, femme politique, mais aussi porte-parole et chargée de communication de FPU plutôt, Oui, FPI. le parti Force de Patriotes Unis. Et bienvenue à vous. Merci pour votre invitation qui nous honore. Avec notre première rubrique qui parle donc de la préambule, comment conciliez-vous en fait politique et femme, le deux? Est-ce que font-ils bon ménage? Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une question qui n'est pas difficile, hein. Politique et femmes peuvent faire bon ménage. Ça dépend de l'organisation qu'un chacun a. Un temps accordé à la politique, un temps accordé à soi-même femme, à la famille, et un temps accordé à ce qu'on a aussi comme activité professionnelle. Le tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Alors, depuis Sophie Kanza jusqu'à nos jours, quelles sont selon vous les réalisations de la femme, cette femme dans la politique? Il faut dire que depuis Sophie Kanza, jusqu'à ce que nous aussi aujourd'hui avons posé certains actes, il faut plutôt partir, moi je dirais, si on veut parler des réalisations, il faut plutôt partir de comment la femme au Congo est arrivée jusqu'au point où aujourd'hui, dans cet état de droit que nous sommes en train de vivre, comment la femme peut aujourd'hui s'imposer. Je pense que lorsqu'on parle de Sophie Kanza, avec l'avènement de l'indépendance, très peu de femmes étaient présentes sur l'échiquier politique. Et quand on prend la partie du pouvoir, après la prise du pouvoir de Mobutu, on se rend compte que c'est avec la période de l'émancipation de la femme qu'on a vu le président Mobutu à l'époque rehausser la femme, lui donner une certaine place dans la vie politique. Et c'est une marche qui va graduelle en montant, on va dire. Parce que quand vous regardez Mobutu, c'est autre chose. Quand vous regardez Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas une politique particulière, mais dans les actes qu'il posait, il a donné de la place à la femme. Vous vous souviendrez que c'était le premier parlement, bien que ce soit un parlement sui generis, le président à l'époque était une présidente. Oui, oui. J'aimerais souligner suffisamment là-dessus. On avait l'ingénieur Philomène Omatuku qui a présidé ces parlements de transition. Et quand vous laissez l'époque Mouzé Kabila, vous avez l'époque Joseph Kabila. C'est la marque, on va dire, la marque principale. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus un discours politique. On a quitté le discours politique pour couler ça sous forme, on va dire, couler ça dans la loi. Nous avons la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Dans son article 14, on est des rares constitutions dans le monde où la place de la femme, sinon le rôle que la femme peut jouer, que ce soit de manière générale dans les institutions, dans la politique, la femme, on va dire, a un rôle, pas primordial, mais un rôle où l'obligation est donnée aux dirigeants politiques de pouvoir prendre cette femme en charge pour qu'elle puisse non seulement s'épanouir, qu'épanouissement de ses droits, mais aussi pour la promouvoir, qu'elle soit à tous les postes, à tous les niveaux, les postes nominatifs, des postes, choses électives. On retrouve la femme au niveau provincial, au niveau national, et à tous les niveaux, quoi. La femme peut être aussi nommée. Et donc, c'est l'apogée, on va dire, des droits de la femme. Et il y a eu une mise en pratique avec la loi sur l'application effective de cette parité qui a été prise sous l'époque du président Kabila, mais une loi qu'on va dire qui applique progressivement la parité. On va de 30% à 45%, en montant jusqu'à 50%. Mais jusque-là, nous sommes encore dans l'application des 30%. Et de l'application réelle.
de ces 30%, c'est maintenant qu'on va dire, avec le président Félix Tshisekedi, que nous sommes en train de les vivre. Parce que dans le premier gouvernement, nous avions vu les niveaux, l'impact du pourcentage que la femme a occupé. Le second gouvernement, l'actuel, qui fait avec... Oui, le pourcentage a augmenté. Aujourd'hui, on parle de 27%. À quelques poussières près, pour que nous puissions parler de la première étape, ou de la première étape, celle d'atteindre 30%, avant de monter vers les 45, les 40 et 50%. Et donc, on va dire, la femme est en train de prendre ses marques dans les chéquiers politiques. Et parlant de réalisations, je pense qu'il faut plutôt voir chaque femme qui a été nommée dans les domaines que cette dernière a travaillé. Qu'elle a été nommée. D'accord. Et vous êtes vice-ministre honoraire du budget. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez réussi votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Quelles sont le technique ou encore la formule que vous avez employée pour réussir en tout cas votre mandat? Bon, il faut dire que j'étais vice-ministre et donc j'avais un titulaire. Et donc la politique générale que nous avions utilisée au niveau du ministère, j'ai eu peut-être l'opportunité, ou peut-être que c'est parce que moi-même j'étais une personne suffisamment engagée et donc pas quelqu'un qui a fait le figurant. Et sur ce point, je crois que c'est lui qui a été mon titulaire, le professeur Bongongo, peut le confirmer si vous le rencontrez dans certaines circonstances. Eh bien, tout ce qui a été fait dans ces ministères, nous l'avions fait à deux. Donc, nous l'avions fait ensemble. Je crois que le dossier phare que nous avions eu à l'époque, c'était celui de nettoyer le fichier des listings de fonctionnaires. Il fallait avoir un fichier unique. Parce que lorsque nous sommes arrivés au ministère du Budget, il y avait le principe de la bancarisation qui était déjà entré en danse. Mais de cette bancarisation, il fallait nettoyer. En notre temps, il y avait énormément de fictifs. Il y avait énormément de doublons. Il y avait énormément de personnes qui n'existaient que de nom ou qui existaient avec plusieurs numéros matricules. Et nous avions appelé ça des réseaux mafieux. Nous avions fait un effort à l'époque pour pouvoir rendre le fichier limpide, qu'on sache quel est le nombre à peu près réel de ce qu'il y a comme fonctionnaire en RDC et par rapport à ça, avoir une masse salariale bien définie. Et essayer maintenant, lorsqu'on a la masse salariale bien définie, voir, parce qu'il y a ce qu'on a appelé les NP, les non payés, du personnel de l'administration qui ont travaillé de longues années, mais qui n'avaient toujours pas obtenu un salaire. Donc nous étions en train de mettre, avec ce que nous récupérions dans le temps comme fonds, nous le mettions de côté. Non, nous organisions pour que ces personnes soient payées. Et nous avons principalement privilégié, parce que les NP sont un peu trop concentrés dans l'enseignement primaire et secondaire. Et donc, on s'est un peu attelé sur ces personnes et aussi dans quelle mesure mettre en ordre que les gens puissent être réellement salariés. Les personnes qu'on appelle les nouvelles unités aussi, nous nous sommes battus sur ça. Mais je pense aussi que là où nous avons réellement, à cette période-là, marqué vraiment les pas, c'est de l'ordre dans les secteurs de santé. Dans les secteurs de santé, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de personnel de santé de manière générale et des infirmiers. Et je pense qu'à cette époque-là, nous avons essayé davantage d'améliorer sur les salaires, d'améliorer sur ceux qui n'avaient pas du tout leur prime des risques. Nous avons beaucoup travaillé sur ces points. Donc on a plus travaillé dans l'enseignement primaire et secondaire et nous avons aussi un peu plus travaillé au niveau des corps médicaux. Un peu de manière générale ce qu'avait été le cheval de bataille. Mais mon empreinte personnelle en tant que femme, lorsqu'il avait fallu nommer, on va dire, de haut cadre, les secrétaires généraux à l'époque, les directeurs des différents départements, nous avons soumis une liste de femmes. La liste de femmes que nous avons soumises, qui ont été, une partie a été nommée comme directeur, nous avons pris soin
Parce que de manière générale, les gens disent que les femmes ne méritent pas, mais nous avons fait ce que peut-être les autres pensent que les femmes ne font pas. Nous avons parlé à bâton rompu avec des femmes chefs de division des différents départements. Nous avons parlé avec eux pour dénicher les compétences, pour dénicher les personnes qui vraiment devaient obtenir un avancement en grade par rapport à ce qu'elles avaient réellement comme compétences. Eh bien, nous en avons trouvé au ministère du Budget. Là, je peux mettre ma main sur le cœur. Partie de ces ministères, je vous dirais que dans cette administration, il y a des femmes techniciennes, elles existent. Et nous les avons dénichées. Et malgré la lutte avec les hommes, qui n'a pas été une lutte facile, mais nous avons quand même pu obtenir au moins 3 nominations de dames, bien que les départements étaient nombreux. Mais je dirais le plus important, c'est qu'au niveau de la direction de la paye, nous avions une femme. Et au niveau de la direction de la préparation, suivi, exécution du budget aussi, il y avait une femme. Nous avions aussi pu faire nommer une femme. Et les choses, jusqu'à ce jour, je sais que les choses marchent bien. Ok, alors parlons de la nomination d'une femme, d'une ex-dirigeante de la FMI à la BCC. Qu'en dites-vous? Moi, je dis que très souvent, les hommes, grand H, ce n'est pas les hommes, seulement femmes. Et seulement les hommes, sexe masculin, et excluent les femmes. Les hommes, de manière générale, se trompent. C'est aussi la femme. Oui, la femme aussi, y compris là-dedans. Okay. De manière générale, on se trompe. De manière générale, on pense que du côté femme, il n'y a pas de compétences. Il y a énormément de compétences du côté femme. Il y a énormément de femmes qui ont fait des études et parmi celles qui ont fait des études, il y en a celles qui ont vraiment des expertises dans des domaines assez précis. Je pense que vous avez vu le choix du président de la République. Donc elle a mérité d'être là. Le gouverneur aujourd'hui de la Banque centrale, c'est une femme qui a fait ses pas suffisamment fait. Ça marche au niveau des FMI. Jusqu'à arriver à la tête de la lorsque BCC. vous arrivez à ce genre d'institution, il faut être sûr que ce n'est pas par complaisance ou parce qu'on a regardé la beauté, ou on a regardé le teint, ou on a regardé, je ne sais pas moi, l'habillement, non. C'est plutôt le mérite, c'est ça? C'est le mérite de la personne. C'est une question de méritocratie. Okay. Voilà. Pourquoi on peut retrouver ce genre de femmes. Et au Congo, nous en avions eu plusieurs. Même si, j'aimerais donner par exemple Madame Janine Mabunda, qui a été présidente de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale, oui. Oui. Bien que bousculée vers la fin de son mandat, mais vous avez vu même sa défense, le moyen de défense qu'elle a donné par rapport aux différentes accusations qui étaient portées sur sa personne. Il faut dire que cette dame, elle est sortie tête haute de l'Assemblée nationale. Récemment, j'ai suivi les différents chefs d'entreprise qui sont en train de partir. Madame Agnès Mouad, la DG honoraire de, comment ça s'appelle encore, de la CNCS. Voilà. D'abord, l'entreprise a subi une mutation. Par rapport aux éléments du moment, qu'est-ce qui est plus bénéfique pour cette entreprise? Comment est-ce qu'elle peut se transformer et donner plus à la République? On est parti de l'INSS, institution, pour aller vers la caisse de solidarité, d'épargne, tout ça. Là. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a imprimé vraiment sa marque. Et elle a fait un travail de qualité. Vous pouvez, avec un micro-baladeur, sinon aller au sein de l'entreprise, avoir un son de cloche, savoir ce qu'elle a fait réellement comme travail. Mais vous le verrez dans les images, par exemple, du jour où elle partait, cette dame a été tellement ovationnée parce qu'elle a fait un travail de qualité. Et il y en a comme ça, beaucoup de femmes qui font du travail de qualité. Mais il suffit de les dénicher. Oui. Voilà. Vous pouvez nous énumérer juste 3 difficultés que rencontre la femme dans un ministère ou encore dans des postes décisionnels. Juste 3 difficultés que la femme, dès qu'elle arrive à un niveau très élevé, ce sont les difficultés incontournables. Bon, je ne sais pas s'il faut dire que ce sont des difficultés particulières. Des obstacles. Des obstacles.
Peut-être des obstacles liés à la sociologie, on Mais va dire, fréquents, hein. les plus fréquents sont lesquels? Parfois, c'est le regard des autres, Ok. pas simplement des hommes, des femmes y compris. Les regards des autres, on se dit, tiens, à un poste aussi important, c'est une C'est femme. une femme qu'on place. Est-ce qu'elle va y arriver? Je crois qu'il y a ça comme obstacle, Mhm. mais qu'on peut dépasser quand on a les compétences. Oui. Peut-être je dirais aussi que par moment, c'est la vie familiale. Mhm. Ça dépend comment on l'amène. Des fois, ça peut faire aussi une difficulté, surtout quand on a des enfants malades, quand on a un mari trop On est tout le exigeant, qui ne temps, vous laisse peut-être pas trop de temps. beaucoup trop de temps. Ça aussi, ça peut faire un obstacle. Bon, qu'on sait dépasser si les partenaires se comprennent. Oui. Parfois, si les partenaires ne savent pas comprendre, vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous vous organisez pour dépasser ces obstacles-là. Je pense, à mon humble avis, les obstacles sont minimes. On peut les minimiser. D'accord. Femme à la tête de la République démocratique du Congo, possible ou pas possible? C'est possible, mais il faut y travailler. C'est possible. Ok. Il faut déjà saluer que dans chaque élection présidentielle, il y a toujours eu des candidates femmes, même si elles n'arrivent pas à décrocher un certain nombre de voix. Mais je pense qu'il faut y travailler d'abord, avant de postuler. Il faut que les communs de mortels, sinon ses compatriotes congolais, comprennent qu'est-ce que cette femme a comme ambition réelle. Et selon vous, quelle qu'est-ce sera qu'elle a comme la... programme. Il faut être présent politiquement, il faut être présent dans différents programmes, il faut être présent dans un parti en train de militer, il faut être présent et quand vous êtes présent comme ça, les gens se rendent compte de ce que vous faites. Bon, mais je dis que ce n'est pas aussi facile. Donc, Parce c'est qu'il pas y a les facile. aspects culturels qui tirent un peu plus la femme vers le bas. Mais il faut s'y préparer. Ok, à ce dicton que l'on dit souvent que la politique est un couteau à double tranchant, comment vous voyez cela? À toutes ces femmes qui veulent embrasser la politique. Elle n'a jamais été facile. Elle n'est pas facile pour les hommes non plus, comme elle n'est pas facile pour les femmes. Autant un homme peut trouver des pots de banane sur le chemin dans lequel il va passer, autant la femme aussi peut rencontrer aussi des difficultés. Donc c'est la combativité d'un chacun. C'est aussi la politique du pays, comment les choses se passent. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous disais, un autre son de cloche, une autre façon de faire les choses avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo. Les choses sont aujourd'hui différentes parce qu'il y a toujours, il fait noter ou il fait relever qu'il faut absolument un quota qui doit être cédé à la femme. Et donc, ça attire déjà l'attention de nous politiques lorsque nous établissons les listes dans nos partis politiques, pour les personnes qui peuvent être nommées. À ce moment-là, l'effort à faire, si vous avez mis une liste de 10 candidats hommes, il faut en mettre aussi 10 candidates femmes. Ouais. Alors, nous finissons avec ce divers. Je veux vous citer cette citation et vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. La femme est une sainte et belle créature, mais presque toujours incomprise et mal jugée. Bon, je pense que ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend du contexte. Quand est-ce qu'on peut bien juger la femme et quand est-ce qu'on peut mal juger la femme? Je pense que dans les fonctions ordinaires, il n'y a pas trop de préjugés. Et dans les fonctions, peut-être occuper une place politique, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se dit, bon, elles qui vont faire la politique, elles ne sont pas des saintes, elles sont faites, elles sont parties, on vous catalogue, on vous donne des étiquettes qui parfois ne vous reflètent pas, ne sont pas vraies, mais on dit,
comment elle est arrivée jusqu'à ce niveau. Elle a occupé de grandes fonctions. Elle est chef d'entreprise, elle est femme ministre, elle a été élue députée nationale, députée provinciale, elle est présidente d'une assemblée, mais c'est qu'il y a des pirouettes par lesquelles elle a dû passer pour que l'on puisse lui confier un certain nombre de postes. Et donc, tout à ces moments-là, c'est là qu'il y a les préjugés. Et alors que tout le monde ne passe pas par le même chemin, là, je peux certifier que oui, une sainte mal jugée. Une sainte et belle créature mal jugée. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ernestine Nyoka. Je rappelle que vous êtes maître avocate, vice-ministre honoraire du budget, mais aussi porte-parole et chargée de communication de FPU. Merci beaucoup. Merci madame. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission sur 24 Télévision, HV Télévision. Merci à vous de prendre au programme pour le prochain rendez-vous. Entre-temps, portez-vous bien.